Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez la deuxième saison de mon podcast Dans le franc des yeux, une saison qu'on intitule Le Québec en quarantaine sur la place du Québec dans l'histoire géopolitique moderne. Nous sommes présentement au 10e épisode aujourd'hui et avant de commencer, si c'est la première fois que vous tombez sur ce show-là, c'est une série historique, voilà, donc à caractère chronologique. On est au 10e épisode, alors moi je vous conseille de retourner pour bien comprendre ce dont on parle à l'épisode 0 au début, qui est l'épisode de présentation de mes trois invités, et remonter la chronologie dans le temps avec moi et mes invités, alors qu'on revisite, si on veut, le Québec vu par les yeux de l'Empire britannique et le rôle que nous avons joué de façon centrale sur le territoire du Québec et que nos ancêtres ont eu dans l'histoire politique de l'Amérique du Nord. Voilà. En gros, la thèse de base, je me suis demandé, est-ce que le Québec a été mis en quarantaine pour nous isoler du monde et utiliser notre population à des fins géostratégiques à notre insu dans ce temps-là? Aujourd'hui, on revient avec le fabuleux Matthew Ehret, qui nous fait l'honneur de sa présence pour parler de ce que John F. Kennedy, JFK, appelait un pouvoir caché qui agit par infiltration à la place de par invasion. Et honnêtement, c'est un des gros épisodes, encore une fois, avec vraiment beaucoup de sujets abordés sur tous les réseaux, c'est ça, excusez-moi, les réseaux qui se sont développés après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70 et 80. Donc, c'est un épisode qui devrait durer 10 heures, OK? Chaque groupe d'influence, quand je dis réseau, je parle de réseau de contact, réseau de groupes d'influence qui émanent sous la chape de plomb de l'Empire britannique pour diriger le monde par ses tentacules empiriques. Ça se dit pas empirique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les tentacules de l'Empire, ces tentacules d'influence. Donc, c'est ça, chaque groupe dont on discute ici ou organisation dont Matt nous parle mériterait au moins 1 heure ou 2 d'élaboration. Donc, évidemment, on n'a pas le temps de faire tout ça, mais au moins, ça vous donne quelques pistes pour poursuivre vos propres recherches dans le futur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations supplémentaires disponibles dans les livres de Matt Ehret ou sur ses sites web Rising Tide Foundation ou Canadian Patriot Review. Les liens sont dans les commentaires. Encore une fois, je vous rappelle que l'analyse démontrée dans mes 10 épisodes n'est pas là pour vous imposer une réalité, bien sûr, ou prétendre que c'est la seule et la unique vérité historique. OK, c'est pas du tout ça le point. Mais sans la compréhension de toute cette histoire cachée, si on veut, qu'on présente depuis maintenant 10 semaines, à mon humble avis, nous, les Québécois et les autres francophones partout au monde qui s'intéressent à ce qu'on appelle communément l'Empire américain, OK, qui n'est peut-être pas finalement ce qu'on pense être, il va vous manquer un gros morceau pour savoir d'où on vient et pourquoi on s'est retrouvé tout le monde ensemble sur la planète dans la situation actuelle. Donc voilà. Je suis vraiment très fier, honnêtement, très heureux de vous présenter cette série-là ici. Si j'ai un regret, peut-être, ou une petite frustration, une crotte sur le cœur, ce sera avec cet épisode-là et le prochain. Pour une raison que j'ignore et ça me fait vraiment chier, mon micro a mal fonctionné et durant l'enregistrement et à chaque fois que je parle, vous allez voir que ça griche. Puis dans le fond, ça défonce le range sonore, là, donc la distance sonore là, qui était acceptée. Fait que je suis tout le temps, je dépasse la limite de son. Fait que c'est vraiment un son cacane de marde. Donc c'est un peu désagréable. Je m'en excuse fortement à l'avance. Évidemment, je ne pouvais pas reprendre du temps de plus de mon invité pour réenregistrer ces épisodes-là ici. Puis au final, l'important, c'est le son de mon invité, Matthew. Et de son côté, le son est pristine. Ça se dit pas en français. Et parfait, on va dire comme ça ici. Donc, c'est ça le plus important. Alors, voilà, le peu d'équipement que j'ai, et puis je ne suis pas très, très technique, donc il peut y avoir des petits accros comme ça, et je m'excuse, je suis fortement désolé pour ça ici. Voilà. Moment de gratitude en terminant, non pas pour le son qui chie, mais plutôt pour vous. Merci d'être là, tout le monde, que vous soyez en audio ou en vidéo. Je vous envoie une superbe belle pensée. Je vous salue chaleureusement. Absorbez bien le show, ça vaut la peine, je trouve. Et pour tout le monde, on est parti, let's go. Le Québec en quarantaine, épisode numéro 10, l'infiltration post-Deuxième Guerre mondiale avec l'inimitable Matthew Ehret. C'est parti, bon show.
Alors tout le monde, aujourd'hui, on va parler justement de cette grande transition qui s'est passée ici au Québec, qui est donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la Révolution tranquille. Donc on va parler un petit peu de comment ça s'est installé avec mon invité d'aujourd'hui. Et ensuite de ça, pour le dernier épisode, eh bien, on va aller se placer un petit peu dans le post-9/11, le post-11 septembre 2001, qui a préparé un peu le terrain dans l'angle global qu'on entretient ici, c'est-à-dire l'angle de voir un peu comment les sociétés, les agendas cachés ont manipulé un petit peu l'humanité dans les temps modernes pour nous rendre jusqu'au moment présent ici, qui est très crucial, dans lequel on est à un chemin de croix de l'humanité présentement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? On va essayer d'essayer de toucher à cette question-là présentement. Alors, voici tout le monde. Sans plus attendre, on se rebalance tout le monde dans l'histoire avec la série Le Québec en quarantaine. Et mon invité d'aujourd'hui, nul autre que l'éditeur du Canadian Patriot et le cofondateur de la Rising Tide Foundation avec Cynthia Chung, sa conjointe. J'ai nommé Mathieu Herrett. Salut Mathieu, merci encore une fois d'être ici. C'est un grand honneur de te recevoir, mon cher. Salut Gab, toujours un plaisir. Le plaisir est pour moi, bien sûr, et plus partagé aussi, je crois, auprès de mes auditeurs et auditrices. Alors, Mathieu, écoute, on va se lancer aujourd'hui, comme j'ai dit, à partir de notre dernier épisode, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais juste avant de commencer, je te lance une petite transversale de quelques instants pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de ton côté, Mathieu. On est présentement, c'est-tu le 24, excuse-moi, avril, au moment d'enregistrer cette émission. Et écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter que tu as écrit dans les dernières semaines par rapport, bien sûr, à tout ce qui se passe en Ukraine, mais plus largement avec la situation internationale. Mais j'ai envie de te lancer une petite question comme ça par rapport à un sujet un peu différent qu'on n'a pas encore abordé. C'est la question de Elon Musk. Parce que je sais que ça n'a aucun rapport, mais il y a toute la question présentement qui sous-tend un peu la question de la Russie avec les sanctions de l'Occident qui ont été données sur la Russie et tout ça, en lien avec le système monétaire, right? Donc, il y a eu toute la question de l'argent russe, il y a eu des restrictions sur le système SWIFT en Russie, et là, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un système quantique financier, il y en a d'autres qui disent qu'on va passer à toute la crypto-monnaie internationale et tout ça, et Elon Musk a acheté une partie de Twitter récemment. En tout cas, il a acheté des actions pour, je pense, 9 millions. Et là, il a fait une proposition pour acheter la compagnie au complet. Et là, c'est ça qui se passe ces jours-ci. Tout le monde un peu parle de ça. Et je me demandais un petit peu, dans le plus grand, le global picture, l'image plus générale un petit peu, qu'est-ce que ça dit, toi, l'importance de ce qui se passe avec peut-être la guerre sur la question des réseaux sociaux, Elon Musk en lien avec la crypto-monnaie et tout ce qui se passe en Russie. Est-ce que tu vois un lien là-dedans ou c'est moi qui fais trop de liens un peu distants? Et je te demande ton feedback. Si jamais tu trouves qu'il n'y a pas rien à dire là-dessus, donne-moi peut-être une autre impression que tu as plus généralement par rapport plus à la question financière et la crypto-monnaie de ton côté. Je serais juste curieux un petit peu d'avoir ton feeling général là-dessus, Mathieu. Oui, certainement. C'est important à un certain point stratégiquement parce que effectivement, oui, on va avoir une crash économique financier. C'est pas juste des mots abstraits comme pour beaucoup de monde, l'idée d'un effondrement financier de la système économique est quelque chose qui est très abstract. C'est pas réel parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça dans notre vie. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui soutient notre système? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà eu une crash? C'est parce que vous avez des renflouements bancaires, d'argent dans les trillions et des trillions de dollars ont été imprimés depuis 2008 pour injecter dans les banques pour pas pour arrêter le problème, mais juste pour éviter la crash économique en 2008-2009. Mais on a une boule spéculative qui, je pense que il y a environ 1,2, 1,5 quadrillion. Ouais. Une quadrillion, c'est 1 million billion. Il y a comme 1,2 à 1,4 fois ça dans le système, qui est comme 20 ou même 30 fois plus que le GDP global. Ouais. La plupart de ces assets qu'on renfloue dans les banques n'a pas de lien dans le monde matériel qui existe. Il n'y a pas de valeur réelle, tangible. Il y a juste une petite proportion, peut-être 2-3%, qui a une réflexion dans les systèmes productifs, agriculture, des choses réelles qui soutiennent la vie, qui a une valeur réelle.
d'abord, cet effondrement, ce n'est pas un accident. Quand tu regardes les intentions des agences qui ont mis en place un système consommatrice dans les années 70, 71, 72, avec Henry Kissinger, George Shultz, des réseaux comme David Rockefeller qui a pris contrôle de l'économie américaine avec la commission trilateral. Latéral, ouais. Ouais, Zbigniew Brzezinski faisait partie de ça. Ces intérêts-là qui sont directement connectés avec Klaus Schwab, le Forum global économique, the World Economic Forum, qui a été aussi créé en 71. Klaus Schwab est l'étudiant de Henry Kissinger lui-même. L'intention, c'était toujours de convertir une économie qui a été productive dans la transatlantique à une économie qui est spéculative, dépendant à les travaux de le monde pauvre, en Afrique, en Chine, en Mexique, dans la sud globale, qui produisent des choses pour nos Dollarama, pour nos Walmart, que nous, on ne produise plus. Et ça, c'était la logique de la monétarisme. Et au lieu de penser à long terme, les prochaines générations de la future, de maintenir des choses comme les infrastructures qui ont été créées par les générations avant nous, au lieu d'avoir cette orientation, cette paradigme, on a perdu ça pour des nouvelles définitions de la valeur qui ont été de plus en plus myopiques. C'est de maximaliser les profits momentaires au lieu de maintenir et d'investir dans les meilleures infrastructures aux sciences et technologies pour sortir des limites de la croissance. Parce qu'à chaque niveau... Toujours le court terme, donc toujours à court terme. Toujours à court terme. Oui, exactement. Et c'est devenu de plus en plus pire avec les années 80, 91, et après la complète dérégulation de les produits dérivés en 2001. Après ce moment-là, c'est devenu complètement fou. C'est micro-trading dans les picoseconds avec des ordinateurs qui sont capables de faire des calculations beaucoup plus vite qu'une cerveau humaine, sont devenues les choses qui déterminent la direction de l'économie mondiale. Pas la logique des êtres humains qui pensent et qui jugent et qui dirigent l'économie vers des choses qui ont de la vraie valeur. D'abord, on a cette boule spéculative qui va s'effondrer. Maintenant, le combat, c'est qui va gérer ou mettre en place le nouveau système. Est-ce que ça sera les arsonistes qui ont créé le feu qui va déterminer c'est quoi la solution, ou est-ce que ça sera des États-nations souverains qui vont être capables de défendre leur population et mettre en place une nouvelle architecture économique pour la future? Si oui, c'est quoi les lois, les principes que ce nouveau système sera basé? Maintenant, la question pour moi de Elon Musk, quand je regarde Elon Musk comme une figure dans le grand jeu, je ne vois pas un être humain réel que je peux... Et juste pour te dire, la raison pourquoi j'ai plugué Elon Musk, c'est à cause de... j'ai oublié de le dire, mais ça m'est resté... Parce qu'il y a tous ces investissements dans la crypto-monnaie et tout ça. Fait que, il y a comme un rôle impliqué aussi dans toute l'espèce de transition crypto qui est intéressant à réfléchir aussi. Donc, c'est pour ça que j'en parlais. Oui. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est Elon Musk? Parce que je vois une personnalité synthétique qui est vraiment similaire à des autres milliardaires comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Une personnalité créée, mais juste parce que, en anglais, on appelle ça des cardboard cutouts. Une image carton, comme une pancarte, finalement, une pancarte. Oui, une certaine... image est créée, une narrative est créée, une histoire est créée autour d'un individu, généralement un individu qui est associé avec une famille qui est dans ou proche dans le système des élites. En le cas de comme Bill Gates, par exemple, on a son père, Bill Gates, le père, le senior, qui est très, très proche à David Rockefeller et Planned Parenthood. Effectivement, c'est le néo-eugénisme après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et juste, excuse-moi, en français, donc c'est le Planned Parenthood, c'est toutes les cliniques d'avortement, le système d'avortement aux États-Unis. Donc, le père de Bill Gates était impliqué dans la fondation de ça à un certain niveau, là, fortement, je crois. Là. Ah oui, il dirigeait les branches américaines. Et comme Bill Gates a dit, tout ce qu'il a été enseigné de les lois de la surpopulation, c'était enseigné par son père.
Dans la côté de sa mère, il y a je pense le maire de Bill Gates est connecté avec IBM, le même système de contrôle qui a dirigé les ordinateurs dans les camps de les nazis, qui a été une des forces qui a supporté l'idée d'un système fasciste global durant la Deuxième Guerre mondiale, comme les financeurs américains, anglo-américains, parce que beaucoup de ces financeurs ont été aussi basés en Londres, les industrialistes autour de Rockefeller, les intérêts de JP Morgan, Bush le père, comme on a parlé la semaine passée, Yep. ont été vraiment en arrière de l'idée du nouvel ordre mondial avec des enforceurs fascistes, soit Mussolini, soit Hitler, soit Franco, soit les fascistes en Japon, qui sera en contrôle des juridictions sur la planète, mais chaque enforceur fasciste sera lui-même sous le contrôle d'un système de finances supranational de la cité de Londres, de Wall Street. D'abord, la juridiction de l'Amérique du Nord, c'était sous le contrôle des fachos américains comme JP Morgan, tous les réseaux qui ont été des ennemis de Franklin Roosevelt. So, Bill Gates lui-même, a été créé parce que il y avait besoin de tout le monde sera intégré avec les ordinateurs dans leur maison. Et pour avoir une organisation comme IBM avec leur réputation fasciste, c'était c'était pas bon pour la propagande, la publicité. D'abord, il fallait créer artificiellement un caractère comme une Bill Gates. Tout son vie a été assez contrôlé pour donner le crédit pour être cette génie qui a juste produit le système. Il n'a jamais inventé rien. Toutes les bonnes idées ou techniques ont été volées par des autres personnes et attribuées à lui pour créer une machine comme une façade de IBM. Et on nomme ça Microsoft, mais en réalité, c'était toujours IBM en contrôle. Et pour Elon Musk, tout son vie, c'est très synthétique aussi, depuis qu'il n'y a pas d'évidence qu'il est un génie. C'est juste de narrative. Donc toute la question du peer-to-peer, de PayPal, et puis après ça, tout ça, selon toi, c'est très similaire à Bill Gates. Donc, Elon Musk n'est pas vraiment une personne qui a fait ça. Ouais. Non, c'est une complexe militaire industrielle. Ça, c'est la chose qui a créé l'Internet qu'on utilise chaque jour. C'était un phénomène qui vient de DARPA et dans les années 70. Ça vient de la complexe industrielle militaire. C'est la même chose pour les jeux de vidéo, des autres choses. Tout ça, c'est pas des technologies neutres. Ça vient d'un processus connecté avec des intentions politiques pour la planète. Maintenant, ces technologies peuvent être utilisées pour le bon. On le voit, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en même temps, on doit comprendre qu'il y a cette origine, cette intention, cette dynamique qui se dirige ces technologies comme PayPal, même le média social. Ça vient aussi de DARPA, qui ont fait beaucoup de travaux en regardant comment tu peux contrôler les réseaux sociaux en Afrique pour mieux... Ça, c'était les travaux des anthropologues et sociologistes qui travaillent pour l'Empire britannique et l'Empire belge qui ont été utilisés pour voir comment tu peux contrôler ces différentes tribes, des groupes, pour mieux contrôler et créer des conflits internels. Parce que tout le monde, avec une certaine idée, va se... communiquer ensemble, right? On le voit ça dans une cafetière, dans une école secondaire. Yep. Right? Tous les jocks sont ensemble, tous les imos sont ensemble. Et ils voient ça aussi sur les réseaux sociaux avec ça, c'est comment sur Facebook. Des populations nationales, finalement, et c'est ça. Right. Et tu peux mapper leurs habitudes, leur comportement, tu peux diriger aussi leur comportement, leur pensée dans certaines directions. Ça, c'était aussi un élément de ce qui contrôle Twitter, Facebook, tout ça. Right, Facebook. Donc tu fais le lien. Est-ce que pour toi, tu vois la transition de LifeLog, le truc de la CIA à Facebook, qui a été comme un peu mis à Mark Zuckerberg pour transitionner ça dans le public, comme
mais Yeah. finalement, ça devient, c'était LifeLog, là. C'est Yeah. un peu comme ça que tu le vois, ouais. Oui. OK. Et So donc, pour toi, Elon Musk, c'est la même chose, mais du côté well, finalement technologique, robotisation, yeah. Well, transhumanisme un peu, c'est comme une cheval, je le vois comme une chevaux Trojan de pour Troie, ouais, cheval de Troie. Ouais. de Troie, ouais, qui attracte beaucoup de gens qui voient qui a un désir naturel d'avoir la technologie pour la planète. Il y a beaucoup de monde qui sont excités par l'idée de l'exploration spatiale, des chemins de fer à haute vitesse ou Hyperloop, des choses comme ça. C'est très naturel d'être excité pour ça. Mais au lieu d'avoir l'État-nation souverain qui va être le facteur qui dirige l'économie vers la création les systèmes comme ça. Et que ça, c'était la façon que NASA, le système spatial a été créé par NASA. C'est toutes les grandes infrastructures qu'on a, hein, c'était créé par des initiatives gouvernementales, par les États-nations souverains dans le passé. Mais au lieu d'avoir ça, des gens comme Elon Musk sont là pour nous dire que non, ça ne prend pas des gouvernements du tout. L'État-nation souverain, ce n'est pas un facteur dans l'économie du tout. C'est juste l'argent privé qui va déterminer qu'est-ce qui va créer des grands nouveaux systèmes de développement comme ça. Maintenant, quand tu regardes des nations qui font des choses comme ça déjà, comme la Chine a déjà 40 000 de kilomètres de chemin de fer à haute vitesse, le Canada a 0. C'est avec le force de la nation. Ça, c'est comment on le faisait dans les années 60, 50, 40, juste, Mais pour le nouveau modèle qui est acceptable à des forces comme Klaus Schwab et les réseaux autour de lui, c'est de dire, OK, non, on doit abolir les États-nations, c'est juste des individus qui veulent faire des choses pour la profit qui va déterminer le développement de la planète. Mais la réalité, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et c'est créé pour s'effondrer. Parce que ça va ne pas fonctionner, ça absorbe l'intention, l'énergie de beaucoup de monde qui mettent leur temps et leur énergie dans ces processus comme ça, comme SpaceX ou des autres choses pour... Même dans la personne, en fait, de Elon Musk, il y a un côté mythologique aussi qui vient qu'on crée un archétype. Tu sais, c'est très... les gens font beaucoup la comparaison parce que là, tu as tout le Hollywood, Marvel puis Iron Man. Donc, tu as Tony Stark, là, tout le monde compare Elon Musk à Tony Stark. Là, ça devient comme un aigle d'or ou un mythe en soi. Les gens donnent leur confiance à la place peut-être d'agir, right? Ouais. Yeah. C'est comme un nouveau Robin Hood. C'est l'histoire pour les anglophones, Robin Hood, qui était une aristocrate qui est devenu quelqu'un qui volait de les riches pour donner aux pauvres, Mais non, c'était juste une mythologie qui est créée. Et je pense que ça va être très désastreux spirituellement pour beaucoup de monde qui mettent leur espoir dans l'image de Musk sur beaucoup de points. Et même pour moi, je vois aussi, quand je regarde qu'est-ce qui soutient Bitcoin, je vois aussi quelque chose qui est créé pour absorber nos énergies, mais c'est une autre boule spéculative hors de la réalité qui est là pour effondrer effectivement parce que il n'y a pas de connexion liée avec le monde réel, l'économie réelle. Ouais, super bon comme transition. Et peut-être terminer sur ça, parce que si tu voulais aller justement exactement là-dessus, mais est-ce que tu vois dans ta tête à toi, je ne sais pas à quel point tu as recherché le futur crypto, est-ce que tu vois dans ta tête à toi un monde possible dans lequel les cryptos ont justement un lien avec le monde réel et qu'on va utiliser la crypto? Probablement que oui, hein, c'est ça. Donc la crypto est pas mal en soi, ça dépend juste de comment on va l'implémenter. C'est l'intention, comme on voit avec Sergei Glaziev, qui est une grande force en russe qui organise le nouveau architecture économique avec la Chine et la Russie. Ouais. Dans ses discours, on peut voir que la crypto, le système de blockchain peuvent jouer un rôle très important dans la maintenance de ce nouveau système. Mais l'idée, c'est quand tu regardes ce système euro-asiatique, c'est basé sur un paradigme et des projets concrets pour diriger le comportement de les investissements et la profit dans cet autre système qui est c'est connecté avec des projets mesurables.
Ouais. Tu as dit que tu vas en 5 ans finir cette chemin de fer à haute vitesse de Tibet à Beijing. Est-ce que c'est maintenant 3 ans? Est-ce qu'il y a de la progrès? Oh non? OK, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, dans l'Occident, l'Occident où nous autres, on habite, il n'y a pas de standard comme ça. La profit, c'est juste quelque chose qui se crée basé sur des lois de la casino. Il n'y a pas de standard de dire, OK, tu as dit en 2015 que nous aurons un système de chemin de fer à haute vitesse de Montréal jusqu'à la ville de Québec et Ontario et Toronto et New York. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien fait? Right? Alors que c'est tellement simple, en plus, c'est la meilleure façon de donner la responsabilité, en fait, la force de, j'ai accountability en tête, mais tu sais, d'être responsable de tes engagements, en fait, c'est de mesurer dans le temps. Et ici, on ne fait pas ça, et donc la corruption est incroyable, justement. Tu peux dire n'importe quoi dans la politique et personne ne va ouais. So, le chose pour moi qui est très important, c'est que, et ça vient toujours de la question de la créativité et le monde matériel, avec les forces matérielles. Parce que les idées, la créativité, c'est quelque chose qui est transcendantal à le monde physique. Ça existe, mais tu ne peux pas couper la créativité comme on a parlé dans le passé, right? On ne peut pas couper la créativité en deux. On ne peut pas couper une idée de la justice en deux, comme on peut faire avec mon microphone. C'est un différent type d'existence, mais c'est réel. La question, c'est quel domaine de la réalité va être le dominant et quel être la chose qui sera secondaire? Est-ce que ce sera le monde physique et les facteurs physiques qu'on va mettre dans le place dominant, dans le système politique économique, ou est-ce que ce sera des idées créatives, des idées métaphysiques qui vont dominer et contrôler le comportement de la monde physique? Et pour moi, je pense que le deuxième est préférable. Les oligarches veulent la première. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre dans un système fermé, contrôlé avec tous les paramètres, contrôlé, qui nous force à obéir les lois de la diminution de les ressources. So, en monopolisant des ressources comme le pétrole ou n'importe quoi qu'on utilise à l'instant, certainement, durant le temps, cette ressource va diminuer. Et maintenant, tu as déjà arrêté l'introduction des nouvelles idées, des nouveaux découvertes scientifiques qui pouvaient nous libérer de ces constraints. D'abord, tu as assassiné les scientifiques, tu as stupidifié les étudiants, les jeunes qui sont maintenant pas vraiment capables de faire ces découvertes naturelles. D'abord, avec cette absence des nouvelles idées, maintenant, tout le monde croit qu'il doit travailler dans les règles de la jeu qui est contrôlé par les game masters, right? Les dungeon masters. Les maîtres du jeu, ouais. Ouais, c'est ça. Nice. Et, ça, je pense que ça c'est une bonne point pour sauter l'histoire. Et je pense que la dernière fois qu'on a parlé, on a arrêté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, right? Exactement. Et oui, c'est vraiment un excellent point, justement, parce que tous ces oligarches-là dont tu parles, ben, c'est ça, il y a eu une grosse installation qui s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ben, justement, retournons pour aller voir un petit peu, selon toi, quels sont les gros faits marquants et essayer de garder toujours en tête un petit point précis sur la place du Canada et du Québec dans tes livres à toi que tu as écrit, qui est l'histoire cachée du Canada, d'ailleurs, dont tu sors, ben, là, tu as aussi l'histoire du clash des deux Amériques, qui est ton dernier livre qui est paru là, récemment, que je vais bien sûr mettre dans les commentaires. Alors, un point qui est toujours fascinant pour les gens et qui est aussi intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire en lien avec Elon Musk, et pourquoi je voulais amener ça aussi, c'est la question de l'exploration spatiale, parce que quand on pense à l'assassinat de JFK, right, de John F. Kennedy aux États-Unis, il y a énormément de choses qui sont mélangées avec ça. Tu as pourquoi l'assassinat, tu as toute la conspiration. Ensuite de ça, tu as l'introduction par la CIA du terme théoricien de conspiration dans la conscience publique aussi, qui a été faite pour contrôler le narratif, donc pour que les gens qui questionnent qu'est-ce qui s'est passé avec JFK soient automatiquement étiquetés. Et là, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, on vient de voir comme un remake de tout ça, mais fois 1000. Genre, les complotistes ont été étiquetés genre comme jamais auparavant. C'était assez fou. Puis en même temps, ben, JFK, c'était aussi l'image
physique de quelqu'un qui avait des idées un peu plus grandes que nature, qui lançait ça dans la population, comme l'histoire de l'exploration lunaire. Mais en même temps, tu as tous les gens aussi qui voient un peu la côté douteux de toute la question du voyage vers la Lune et tout ça ici. Alors, il y a beaucoup de choses mélangées autour de ça ici. Alors, selon toi, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, et là, tu as tout parlé tantôt de Kissinger et tout ça aussi, de la Commission trilatérale. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre jusqu'à la Révolution tranquille, peut-être ici au Québec, pour parler un peu de la Révolution contre-culturelle des années 60-70? Et quels sont, selon toi, les gros points marquants qui font qu'on a mal compris ça dans notre éducation classique? OK. Well, je pense que Rénal va toucher un petit peu sur cette question aussi. Mais après, le chose, je pense, qui est le plus intéressant avec John F. Kennedy, qui était juste là en pouvoir pour environ 1000 jours, un peu plus que 3 ans. Il a été assassiné en 63, novembre 23, 1963. Ouais. Durant cette petite période, il était capable de... Et tu peux comprendre ça quand tu lis ses discours, ses speeches, discours. Ouais. Ouais. Il était très... son intention était de faire revivre l'esprit de Franklin Roosevelt. Il voyait que la Parti démocrate, qu'il faisait partie aussi, a été en train de devenir de plus en plus corruptionnée par la même élite qui ont financé Hitler, qui ont financé Mussolini durant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi la partie républicaine. Les deux partis américains, les deux partis politiques ont été de plus en plus contrôlés par ces forces de l'État profond. John F. Kennedy voulait mettre en place ou faire revivre le principe de le Nouveau Deal et l'esprit de développer les grands projets pour améliorer la qualité de vie de la population, mais aussi d'améliorer la qualité les pouvoirs productifs de la nation elle-même entièrement. D'abord, sous son contrôle, il était capable de initier la construction je pense que c'est comme une quarantaine des grands barrages autour de l'États-Unis. Durant cette même période, vous avez eu une tradition qui a été très forte en Québec, de créer des barrages, d'avoir une société, un niveau culturel, des ingénieurs qui pouvaient pas juste adapter à la nature, mais même transformer la nature dans une façon naturelle. C'est pas juste de mettre la concrète sur les forêts ou de juste couper tous les ciment, arbres. Le ciment, ouais. Le ciment, right. Mais l'idée, c'était qu'on peut améliorer la qualité de les écosystèmes en même temps qu'on améliore la qualité de vie de les êtres humains. On améliore la qualité de vie, c'est pas juste physique, c'est aussi intellectuel, spirituel, d'avoir une plus longue longévité. Et c'est sur une société qui a accès à l'électricité et qui savent comment bâtir et améliorer leur système d'électricité sera dans une meilleure place qu'une société qui soit ignorante de ça. Mais aussi avec cette connaissance, vous avez maintenant la capacité de avoir la cognition qui devient de plus en plus la chose qui dirige la société au lieu de juste tout le monde, l'idée d'avoir une société où tout le monde travaille comme une vache sur une plantation, une seigneurie ou quelque chose comme ça, right? Ouais. Avec l'Union nationale, on avait beaucoup des gens comme Paul Sauvé, comme Daniel Johnson Le Père, qui étaient des ministres sous Duplessis, qui a été en contrôle, qui a initié des grands projets en même temps de Eisenhower, qui a aussi été une personne qui était un peu mixte. Eisenhower il n'était pas content avec l'état profond dans son entourage, mais il n'avait pas la courage ou la sagesse de faire un combat contre cet état profond non plus. Mais il était un patriote. Il a fait des bonnes choses, et une des bonnes choses, c'est qu'il a commencé le processus de développer comme NASA, de développer des projets continentaux. Et il y avait des alliés en Canada fédéralement, dans le monde anglophone. Tu avais comme C.D. Howe, Clarence Decker Howe, le ministre de tout. Ça, c'était son nom, parce qu'il y avait tous les différents départements sous son contrôle. Il était là pour environ 13 ans avec cette position après la Deuxième Guerre mondiale.
Et avec lui, c'était Avro Arrow, le premier système de supersonic, les jets supersonic qui a été créé dans le Canada sous son contrôle. Les différentes, il y avait beaucoup des grands travaux. Et c'était tout basé sur un modèle capitaliste qui n'est pas comme on voit aujourd'hui avec la mondialisation. C'était pas le monétarisme. C'était l'idée de la capitale, de la création de la capitale avec une coexistence de l'État-nation souverain. Ça, c'était la même chose avec des alliés en Québec aussi. So, tu avais deux aspects de la Révolution tranquille. Durant 60, 61, 62, tu avais des personnes qui voulaient honnêtement arrêter ou mettre en place des réformes contre le système de corruption qui était là dans l'Église. L'Église, c'était quelques places qui avaient de la moralité, des traditions qui sont bonnes, et c'était une target de les satanistes qui voulaient extracter le christianisme de la Québec. Mais il y avait aussi la corruption aussi, right? On ne peut pas dire des mensonges. Il y avait les deux aspects qui se mettent en conflit, et il y avait des personnes qui voulaient des réformes honnêtes et qui voulaient mettre en place des nouvelles technologies, une meilleure culture basée sur l'excellence scientifique. Mais il y avait cette autre chose aussi, et je pense qu'on a parlé un petit peu dans les discussions dans le passé, cette autre chose qui se trouvait autour d'une jeune Pierre Elliott Trudeau, Georges-Henri Lévesque, par exemple, qui était frère Lévesque, qui est comme le père fondateur de la Révolution tranquille et aussi le père de la sociologie de la Québec, qui travaillait dans l'Université de Laval. Ouais. Et lui, autour de lui, il y avait un réseau des petites zombies qui étaient indoctrinés à Oxford, des Rhodes Scholars, on les appelle, dans son département. Pierre Elliott Trudeau travaillait pour lui pour une certaine période dans 61-62. Et lui, il suivait le pensée de Aldous Huxley. Il croyait que Aldous Huxley a mis en place un bon plan pour l'humanité. Et pour les mondes qui ont lu A Brave New World, monde, je sais pas en français c'est quoi, c'est Brave New World, mais Huxley, Brave New World, un nouveau monde ou je sais pas. Un nouveau monde courageux. Mais ça a mis en place une société contrôlée par une technocratie avec un système de castes, des alphas, des bêtas, des omégas, des gammas, qui sont créés par une supra-élite pour faire des fonctions très spécifiques dans une technocratie absolue, qui ne change pas du tout. C'est 100% statique. Et dans son définition de ce qui est naturel, l'univers, l'être humain est naturellement statique. Ça ne change pas, c'est anti-créatif. D'abord, c'est bon. La anti-créative, ce qui ne change pas est le maximal bon. Et là, tu parles bien de l'univers autour de Georges-Henri Lévesque, et avec les scolaires de Rhodes, et qui ont groomé un peu, qui ont formé des gens comme Pierre Elliott Trudeau. Oui. Et ensuite de ça, il est allé faire son travail au Canada. Là. Oui, exact. Wow, OK. Et l'idée, la mission de cette réseau depuis la fin, le moment que la Deuxième Guerre mondiale a été, le fin de ça en 1945, c'était de mettre en place un nouveau système, une nouvelle société contrôlée par un nouveau type de prêtre séculaire qui contrôle les moyens de production et consommation dans un système fermé. Et ça, c'est vraiment un nouveau mot pour l'eugénisme, une science de la contrôle de la population. Cette idée a été mise en place comme j'avais dit, par Aldous Huxley, mais c'était comme idéologiquement, c'était mis en place par lui, mais activement, c'était it was acted upon par son frère, Julian Huxley. Julian, qui était le fondateur de UNESCO. On peut dire que ça a été implanté peut-être concrètement. Implémenté, oui. Les mécanismes pour actualiser cette idée a été sur les épaules de le frère de Aldous, Julian. Et l'organisation culturelle
économique, the United Nations Education, Science and Cultural Organization, Éducation, Sciences, Culture, organisation de l'ONU. C'était créé en 1946 et dans le manifesto, Julian, qui était aussi le président de la Société eugénisme de la Grande-Bretagne, jusqu'au son mort. Jusqu'à sa mort. Ouais, pour comme 20 ans. Il était toujours le président de cette société qui a changé son nom dans les années 80 et qui c'est maintenant quelque chose qui est très proche à Bill Gates avec la société, l'Institut Galton. Mais, OK, so, dans son programme de UNESCO, il a dit que l'eugénisme est la reine de toutes les sciences. C'est la science la plus importante qui contrôle toutes les autres sciences. Mais à cause de Hitler, c'est devenu quelque chose que les mondes ne sont pas prêts à accepter. Avant la guerre mondiale, oui, on les a pratiqués, on enseigné, c'est une science, une pseudo-science statistique basée sur une logique statistique, mathématique, que ton père, ton grand-père avaient une intelligence, ou peut-être ils sont prône à la criminalité. D'abord, on peut dire que probablement, statistiquement, on peut prévoir que tes enfants, tes petits-enfants auront aussi ces mêmes prédilections. Des tendances criminogènes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et on peut, avec cette logique probable, on peut maintenant faire des actes préventifs pour te stériliser, pour protéger la piscine des gènes humains. You know? Ah ouais. So, c'est vraiment. Et la grosse clé dans ça, comme tu as dit, c'est surtout le côté préventif, right? Donc avec ces statistiques-là, les probabilités, c'est l'idée d'agir avant le crime. Et donc là, finalement, ça devient une inversion de la justice naturelle, dans le sens que tu es toujours innocent jusqu'à preuve du contraire, right? Donc là, c'est oups, là, on renverse le tout, c'est un flip, encore une fois, de cette force. Exact. You're guilty until proven innocent. Ouais. Exact. Et ça, c'est la même logique qu'on a vue avec après les années 70, comme j'avais dit, quand l'économie est devenue quelque chose qui est basé sur aussi les modèles probables, on a arrêté d'avoir un système de principes qui gouvernait l'orientation d'une économie. C'est devenu juste quelque chose basé sur des modèles statistiques aussi. Et on a vu aussi la même logique, la même science, pseudo-science statistique qui a été appliquée pour contrôler la science de climat, pour nous convaincre que, OK, c'est probable, on peut dire que basé sur ces data particulières qu'on va introduire dans notre ordinateur, que c'est possible, même peut-être c'est probable qu'on va avoir ces différentes trajectoires de réchauffement climatique dans le futur, dans les prochaines 50 années, 60 années, 100%. On sera tout sous de l'eau à l'année 2000. Si on ne commence pas maintenant, en 71, en convertissant notre économie de pétrole et des grands projets à un nouveau type d'économie qui ne bouge pas. Si on arrête de bouger... neutre, carboneutre, carboneutre, ouais. Et on a vu maintenant les désastres monstrueux où on tue les cochons, les vaches, partout en Europe, en Canada, les États-Unis, on détruit les produits agricoles pour protéger, pour arrêter la production de dioxyde de carbone ou des pètes de les vaches, parce que les modèles nous disent que les vaches pètent beaucoup et les pètes causent le réchauffement climatique. Et on peut justifier de tuer nos vaches maintenant pour arrêter le réchauffement climatique. Mais il y a des 15 000 de jeunes sont morts chaque jour à cause d'un manque de nourriture. On peut régler ce problème facilement si on a... il y a ça. Il y a aussi dans la COVID, on voit qu'on a vu des modèles statistiques qui ont été mis en CNN sur tous nos télévisions qui nous a convaincus qu'on aura une grande Black Plague, ce sera la fin du monde avec une nouvelle pandémie qui va tuer toute la planète si on ne bouge pas maintenant, tout de suite, pour transformer tout, pour arrêter l'économie et transformer notre
comportement global. L'urgence, la peur, l'urgence est gérée par la peur. Oui, c'est ça. Et dans ce contexte de la peur, tu ne peux pas être créatif, tu seras juste un conformatiste. Et d'abord, ça, c'était vraiment la logique de l'eugénisme. So, ici à Québec, pour retourner à notre histoire, tu avais certainement avec l'Église catholique une certaine sens moral que ça, c'est pas la façon qu'on mesure la valeur d'un être humain basé sur des mathématiques et les probabilités. Non, chaque individu a une âme, on est fait dans l'image de Dieu, d'abord pour cette raison-là, on est sacré et tu peux pas juger une vie d'une bébé ou n'importe quoi basé sur des standards matérialistiques ou monétaristiques, right? Parce que on a le libre arbitre, on peut toujours utiliser notre conscience, notre raisonnement pour se refléter, de juger, améliorer nos habitudes en conformité avec ce qui est vrai, avec les lois naturelles. Et chaque personne peut juger pour lui-même, right, leur orientation. Et d'abord, le système catholique, pour comprendre politique, le rôle de la Québec dans cette période, c'est très important parce que ça, c'était comme la zone la plus catholique en Amérique du Nord, c'est sûr. Mais aussi politiquement, l'Église a été capable à organiser les actions. D'abord, on avait des Québécois qui ont été envoyés à Indiana, dans les États-Unis, à des différents États pour combattre les réformes dans les écoles qui voulaient, sous le contrôle des gens comme Julian Huxley et le OECD, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, ils ont été en train de transformer les systèmes d'éducation tout autour de la transatlantique pour laver les cerveaux les jeunes baby boomers qui étaient nés après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est super intéressant. Je vais être sûr que je comprends bien ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'ai dit dans les dernières années dans certaines de mes vidéos. C'est que pour moi, la génération baby boomers qui présentement a, mettons, 50 à 75 ans, là, si on veut, à peu près approximativement, c'est vraiment les premières victimes après la Deuxième Guerre mondiale de cette réforme éducatrice ou éducationnelle qui a eu lieu pour vraiment un nouveau brainwash pour traiter les humains comme étant juste des techniciens puis des engrenages à la place d'être des êtres avec une création instinctive, une morale innée et divin là, et participant vraiment à la réalité. Donc d'après ce que tu dis, ça ressemble un peu à ça. Tu étais pas mal d'accord avec ça. Oh oui, 100%. Et là, tu disais qu'il y avait des Québécois qui avaient été même envoyés pour aider à parer à ce mouvement-là? Oui, il y avait comme des lois dans les Congress buildings. En chaque État, vous avez des petites congrès basés sur l'État. Tu avais une fédérale, mais en chaque État, tu as aussi des Congress et Senate sur le niveau de l'État. Et il y avait beaucoup de pouces pour implémenter des politiques de stérilisation jusqu'à les années 70. Et aussi les réformes dans les écoles pour introduire comme l'idée de transmettre l'idée que les théories de Charles Darwin soient juste des théories et c'est devenu de plus en plus le langage de ça, c'est la seule réalité. C'est soit ça ou l'interprétation littérale de la Bible. Tu as deux choix. C'est ça. Right? Pour avoir le choix scientifique qu'on va accepter dans notre système, c'est de voir Darwin comme le nouveau gospel de Jésus. Right? Mais ça, c'est basé sur une idée complètement anti-sacrée que l'être humain, c'est juste un autre type de bête, de singe, sans avoir quelque chose transcendantal qui est plus que nos aspects génétiques. Parce que oui, génétiquement, on est très proche des singes, mais on n'est pas juste nos génétiques, il y a quelque chose de plus qu'on ne trouve pas dans les singes. Et d'abord, cette idée de l'être humain comme quelque chose de sacré a été attaquée. Comme j'avais dit, les organisateurs dans les églises ont été capables de diriger la population dans une façon très efficace et potent. Et
avais des plaintes dans les secteurs autour de Julian Huxley, dans le magazine, le revue The Eugenical Review, qui était le plus grande revue produite chaque mois pour organiser tout le monde des eugénistes internationaux. Et il y avait des plaintes et des plaintes dans chaque issue de les chrétiens en Québec, ils sont un grand problème. Ils sabotent nos plans. D'abord, ça, c'était un grand point d'attaque. Comment est-ce qu'on va extracter cette culture et de le remplacer avec un nouveau type de religion séculaire? Et cette nouvelle religion a été la sociologie. C'était le darwinisme. C'était l'idée de la technocratie, en fait. Et une élite, durant la Révolution tranquille, on a vu, qui était aussi, Pierre Elliott Trudeau faisait partie de ça. Et avec la Cité libre, le revue Cité libre, c'était de promotionner une certaine idée de l'être humain comme une cosmopolitaine, quelqu'un qui est un peu de tout, une citoyen global, qui est transnational. Mais en réalité, il est rien. Right? Il n'y a pas une identité de substance. Si t'es tout, tu n'es pas vraiment rien. Right? C'est comme cette idée a été vraiment produite. Il a attracté des jeunes intellectuels dans les années 50 pour créer une nouvelle culture qui est devenue les nouveaux élites qui ont remplacé le vieux élite après la mort de Paul Sauvé. Après, quand Paul Sauvé était premier ministre de la Québec pour comme 4 mois après que Duplessis est mort, moi, je crois qu'il y a une bonne raisonnement de penser que potentiellement il a été assassiné. C'est assez facile de créer une condition d'une crise de cœur, mais après 4 mois, c'est incroyable. Et après que l'Union nationale a été mise dehors et les libérales elle est remplacée avec Jean Lesage et les autres technocrates, je pense que Lesage, il n'était pas nécessairement satanique. Il voulait continuer le politique de Clarence Decatur House sur le niveau fédéral, parce qu'à ce point-là, les libérales n'ont été pas contrôlés à ce point-là. Dans les années 50, le Parti libéral, c'était toujours la partie de la progrès, le développement et tout ça. C'était durant une période d'environ 5 à 6 ans, après que C.D. Howe est mort en 57, que le système, la Société Fabienne de Canada, right, qu'on a parlé les dernières semaines, mais la Société Fabienne, qui a transmis son nom à le NDP, le nouveau Parti démocrate. Oui, c'est ça. C'est quand même gros, là. Donc, le nouveau Parti démocrate, le NDP, donc ça, c'est clairement un bébé de ce qui était la Société Fabienne avant. Ça, c'est pas à discuter, c'est factuel. Oui, ça, c'est pas une théorie de complot. Ça, c'est une complot réel, probable. Et c'était le Ligue de la reconstruction sociale en 1931 qui a été créé comme une think tank par 5 Rhodes Scholars pour donner une solution aux populations autour de la Canada au problème de la Grande Dépression, qui était aussi une crise qui a été orchestrée, right? Comme on a parlé dans le passé. Et la solution, c'était un nouveau système qui sera géré par une élite des scientistes qui dirigent comment la population peut se comporter, peuvent consommer ou ne pas consommer basé sur leur comportement et tout ça. Et leur branche politique qu'ils ont créée, c'était le Cooperative Commonwealth Federation, comme le parti politique. Et c'est tout leur politique a supporté le eugénisme, a supporté la stérilisation et tout ça. Et à un certain point, il a transmis leur nom dans une certaine... il faisait un peu de propagande. Et Pierre Trudeau, il faisait partie de ça. Il était une membre de la Cooperative Commonwealth Federation. Il était aussi une NDP après. Et sur le niveau fédéral, durant la période de 57 jusqu'à 63, c'était la période de l'infestation où il y avait un commencement une purge de tous les associés, les hommes d'État qui ont été associés avec C.D. Howe, qui avait un certain esprit de développement, qui voulait contrôler l'orientation de
la société basée sur des principes moraux. Et après leur purge, il était tout remplacé par des technocrates affiliés avec Georges-Henri Lévesque et aussi Vincent Massey, qui était son collaborateur, le premier gouverneur général de Canada, qui était né en Canada. Il travaille très, très proche avec Georges Lévesque. Donc Massey, lui, c'est un personnage super important aussi. Je sais, dans toute l'histoire, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, j'imagine, mais lui aussi était un bachelier de Rhodes. C'est bien ça? C'était un Rhodes Scholar ou c'était un... Non, mais il étudiait à Oxford et il était protégé de Alfred Milner, le chef de le système de Rhodes Scholars. C'est ça. Vincent Massey a été envoyé par une autre Rhodes Scholar parce qu'il était juste une élite, comme une jeune née dans une famille très riche. Il était un aristocrate qui n'avait pas vraiment de bonne connexion avec son moralité. Et il était basé à Toronto. Et ses talents ont été identifiés par, j'oublie c'est laquelle, je pense que c'était Leo Amery, qui était une des contrôleurs canadiens de le système de la table ronde, qui vient juste d'être créé en 1902. Et il était envoyé avec une lettre par, soit c'était Leo Amery ou Parkins, peut-être c'était George Parkins, anyway, à Londres pour être enseigné directement sous la contrôle de Lord Alfred Milner. Et quand il a retourné, il est devenu vraiment le chef, le contrôleur principal de la table ronde à Canada pour les prochaines 40-50 années de son vie. Donc, c'est vraiment important dans tout ça, ce gars-là. Oh, ouais. Okay. Pour les gens qui veulent savoir plus sur son histoire, ils peuvent lire le 4e volume de mon Untold History of Canada. Malheureusement, c'est juste en anglais à l'instant. Ouais. Mais non, j'ai une traduction de au moins 6 chapitres en français sur ma site web. Ça va en détail. Mais une des rôles qu'il a joué en 1949 et 50, c'était de contrôler la première de 4 commissions royales pour transformer le Canada. Et en 49, et cette première commission royale qu'il a créée, c'était, comme j'avais dit, c'était 2 ans des études pour créer la conclusion qu'on fallait créer une nouvelle culture canadienne. La culture a été trop américanisée. C'est ça. Right. Les Canadiens ont été tout influencés par l'exemple de Franklin Roosevelt, le Nouveau Deal, de trop. Et c'est pas assez contrôlable à ce point-là. Et d'abord, lui et Georges-Henri Lévesque, ça c'est nommé le commission Massey-Lévesque sur la réforme de les arts, les lettres, les humanités et la sociologie. Et après la publication de cette étude, ça justifiait des nouvelles lois fédérales pour contrôler la culture et de créer des quotas pour couper l'accès aux films, aux télévisions, aux journaux américains en Canada. D'abord, c'était plus facile, par exemple, quelqu'un faisait un commentaire, de lire des publications de la Union soviétique en Canada que c'était de lire des publications américaines. Les deux journaux qui avaient une exemption, c'était Reader's Digest et Time Magazine. Ça, tu pouvais lire en Canada parce que qui contrôlait ça, c'était Henry Luce, le grand fasciste qui supportait Mussolini, right? Wow. So, ça, c'était OK. C'est ça. C'est malade. Ça fait le lien en plus avec tous nos premiers épisodes sur toute l'espèce d'endoctrinement canadien et québécois en français ici sur un peu se sentir supérieur aux Américains, moins individualiste, etc. Ici, encore une fois, la perception américaine qui était de retour suite à la commission Massey-Lévesque là-dessus aussi. Fait que c'est super intéressant. Fait que là, écoute, je ne sais pas si t'allais en quelque part, mais j'aimerais ça... si tu veux glisser un petit mot, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, de 57 à 63, right? Donc, C.D. Howe décédé, Le Sage, il a sauvé, dont tu as parlé. Et là, en 63, la mort de JFK. On va aller après avec Kissinger et tout ça.
Mais est-ce que tu peux parler rapidement, peut-être pour nous diriger vers les années 70, 80, 90 jusqu'au 11 septembre, de la société Permindex ou de l'Institut Permindex et un peu qu'est-ce que c'était ça? Juste vite, vite, parce que moi, quand tu as parlé de ça, j'avais jamais fait un lien entre le Canada et l'assassinat de JFK du tout. Donc, peut-être juste quelques mots là-dessus, juste pour les gens qui sont curieux et qui ont envie de s'informer là-dessus. Rapidement, c'est quoi? Et puis ensuite de ça, ben, passons après la Révolution et puis qu'est-ce qui s'est passé là, de 70 à 2001? OK. C'était une grande surprise pour moi aussi de voir que le Canada et même la Montréal a joué une si grande rôle dans l'assassination de John F. Kennedy. Et originellement, la personne qui a fait les travaux sur cet aspect de l'histoire, c'est Jim Garrison, qui était en anglais, c'est District Attorney de la Nouvelle-Orléans. Et il est un gars qui a fait la seule, oh my God, je parle des mots, jury trial. Voyons, la cour, voyons. Merde. Vas-y, continue. Ben, il était une grande avocat pour un tribunal avec jury. Tribunal, oui. Il a fait le seul tribunal avec une jury dans les États-Unis pour exposer la réalité de l'assassination de John F. Kennedy. Et le figure qu'il a identifié dans les années 60 durant le tribunal, c'était Clay Shaw. Et Clay Shaw était quelqu'un affilié avec la CIA qui était en contrôle de quelque chose nommé Trademark, une branche de Trademark en Nouvelle-Orléans. Mais il était aussi très proche avec une autre organisation nommée le Permindex, Permanent Industrial Exposition, qui a été sous le contrôle de quelqu'un nommé Louis Mortimer Bloomfield, une Montréalaise, qui a été affiliée avec le OSS puis le CIA. C'est ça. So, Mortimer Bloomfield et son opération... Et il y a Maurice Strong aussi, right? Autour de ça, là. Il est autour de ça, mais pas directement affilié avec Permindex. Ça, c'est un autre aspect. Il y a comme un quatuor avec Bloomfield, Maurice Strong, le World Wildlife Fund. Ça, c'est le 1001 Nature Trust. C'est ça. Mais ça vient un peu plus tard. OK, et d'abord, Permindex a été créé comme un département, un bureau d'assassination originellement, la première incarnation, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale, sous quelque chose nommé Camp X. Et ça, c'était en Oshawa. C'était une camp pour entraîner des espions de faire les arts noirs, la propagande, l'anti-counter-intelligence et aussi l'assassination, les sabotages, des choses comme ça. C'était créé comme une pont pour unifier l'intelligence britannique et l'intelligence américaine. Et ils ont choisi Canada, cette petite région proche à Ottawa, mais c'était Oshawa, pour faire tous ces travaux. Mortimer Bloomfield faisait partie de cette network et les assassinations durant la Deuxième Guerre mondiale a été un facteur en ça. Maintenant, après la Deuxième Guerre, cette opération a été donnée un nouveau packaging avec un nom qui avait une semblance d'une organisation qui donne la consultation pour des compagnies industrielles, mais ça, c'était juste une front. C'était pas vraiment la substance de cette compagnie-là. Et là, tu parles de Permindex. Là. Permindex, Donc, c'est pour toi, c'était la continuité de ce qu'on appelait Camp X, right? Oui, et l'intelligence en France de Charles de Gaulle a découvert, par exemple, qu'au moins 2 des 30 attentats d'assassination contre de Gaulle durant les années 60 a été initiés, payés et organisés par Permindex. Et c'est pour cette raison que Permindex, leurs offices ont été il fallait tout fermer en France et aussi en Switzerland. En Suisse. Basé sur l'intelligence française ils sont en arrière de cette assassination-là. Il faisait aussi partie d'une nouvelle restructuration de l'intelligence anglo-américaine après la Deuxième Guerre mondiale avec l'incorporation de
des fachos et des nazis qui ont été pas punis à Nuremberg. Ils ont incorporé avec ce qu'on appelle Operation Gladio. Et Gladio aussi, c'était intégré dans les départements de la CIA, MI6, dans même toute l'intelligence allemande, par exemple, a été mise sous le contrôle de Reinhard Gehlen, qui était le chef de l'intelligence de Hitler. Right? Son nouvelle position après la guerre a été de contrôler, avec tout son réseau, l'intelligence allemande. C'est dans notre face. Là. C'est juste comme on a juste transformé les nazis en une opération internationale, supranationale, transnationale d'intelligence globale. Oui, même chose pour l'OTAN. Et c'est dans les bureaux de l'OTAN que Gladio a été organisé. Et même le chef de planning militaire pour l'OTAN, durant la période de l'assassination de John F. Kennedy, a été j'oublie son nom tout simplement, mais c'était le chef de Chief of Staff de Hitler, right? Lui-même, qui est devenu le chef de planning de l'OTAN. Et ça, juste pour être sûr, c'est la nature de l'opération Gladio dont tu parles. C'est un peu ça. C'est de repositionner. Ça fait partie, right. Et il y avait des différents aspects. Comme un peu Mockingbird était à un autre niveau, comme un peu Paperclip était l'importation. Oui, Mockingbird, c'était l'utilisation des différentes voix dans les médias qui sont sous la paix de la CIA pour mettre un certain message. Mais oui, ça, c'était une autre branche. Et un autre élément de Gladio qui affecte aussi la création de la FLQ, mais aussi des différents groupes terroristes en Europe, comme le Red Brigades, qui a assassiné Aldo Moro, le premier ministre de l'Italie, Enrico Mattei, le grand industrialiste humaniste chrétien d'Italie aussi a été assassiné par eux. Alfred Herrhausen, beaucoup des chefs forts, des chefs d'État forts, et même dans le monde le secteur privé, a été assassiné par ces groupes qui utilisaient les petites cellules terroristes, mais toutes ces petites cellules ont été tout contrôlées par les mêmes organisations de la CIA, intelligence et tout ça. Il a aussi fait des actes terroristes qui a tué des centaines de citoyens, des victimes innocentes, juste pour maintenir un état constant de terreur. Et durant cet état, la population sera beaucoup plus they would be inclined pour plus en plus ouverte. Oui, à demander à l'État de les protéger. Right? Et aussi de blâmer l'Union soviétique et le communisme pour tous leurs problèmes. Parce que sur la façade, la FLQ, les groupes comme le Red Brigades et tout ça en Europe, c'était tout nominalement les maoïstes des marxistes. Mais en réalité de ça, c'était les fascistes qui les ont contrôlés parce qu'ils voulaient créer une condition où le communisme a été associé littéralement 100% avec le terrorisme qui a tué leurs voisins et tout ça. So, il y avait beaucoup des effets utiles de ce système, de cette structure. Permindex faisait une autre partie de ça. C'était très intégré avec l'OTAN. Et on voit avec Mortimer Bloomfield aussi, parce que ça, c'était ce qui a contrôlé l'architecture, au moins une partie importante de l'architecture qui a assassiné JFK. Mais quand tu regardes qu'est-ce que Mortimer Bloomfield faisait dans les années 60-70, il a été un cofondateur avec Maurice Strong de une organisation, The 1001 Nature Trust, qui a été créée par Prince Bernhard et Prince Philip, le même gars qui a créé le Bilderberger Group en 1954. C'est lui qui a créé le 1001 Trust pour accumuler de l'argent pour financer l'accroissement de la nouveau système le nouveau mouvement conservationniste. De conservation. Conservation de la nature. Right. C'est le World Wildlife Fund. Oui, le World Wildlife Fund, qui a été créé par Prince Bernhard encore en 61. Prince Philip et Julian Huxley encore. Ça, c'était Julian Huxley a co-créé ça. Il était le troisième pendant le même temps qu'il était le chef le président de la société eugéniste de Londres, d'Angleterre.
il n'y avait pas assez d'argent encore. Et le 1001 Nature Trust a été créé en 1969 pour accumuler de l'argent, pour financer le World Wildlife Fund, mais aussi plusieurs d'autres organisations écolo. Et Mortimer Bloomfield et Maury Strong ont été les deux ont été sur la liste des 1000 et 1001 fondateurs. Le club des 1001 personnes, right, I guess. Ouais, c'est ça. Et les deux ont été des vice-présidents consécutifs de le World Wildlife Fund pour la nature, sous le contrôle de le président Prince Philip dans les années 70. So, I mean, on voit qu'il y a beaucoup de points de lien qui connectent tout cet groupe qui a assassiné tous les chefs d'État et des hommes d'État anti-malthusiens qui voulaient arrêter la politique de la dépopulation. Ils voulaient arrêter l'orientation vers l'impérialisme et ils voulaient renouveler l'idée que l'État-nation souverain soit quelque chose qui est basé sur la défense des lois inaliénables de chaque individu, comme des êtres faits dans l'image de Dieu. Et c'est pas une coïncidence que la plupart de ces gens qui ont été assassinés, comme John F. Kennedy, Robert Kennedy, De Gaulle n'était pas assassiné, mais il a été mis en dehors avec une certain type de coup d'État, une révolution couleur. Eisenhower n'était pas assassiné, mais aussi tout son système a été contrôlé par des nazis. Enrico Mattei, Aldo Moro, ils étaient tous des catholiques. Et Daniel Johnson, que Reynald va discuter de plus aussi, qui, je crois, il a été aussi assassiné. Il n'y avait jamais une autopsie, au moins, on ne va jamais savoir. Mais il était aussi une catholique. Paul Sauvé, catholique, you know. Et d'abord, il était tout en train de travailler avec des cardinals, des bishops qui ont été en train d'arrêter l'infiltration dans le Vatican de les satanistes qui ont été en train de mettre en place beaucoup de travaux avec le Vatican II. C'est l'intégration de la franc-maçonnerie dans l'Église pour prendre contrôle comme un État profond dans l'Église elle-même. Avec des bonnes et des forces de bon et des forces de mal qui combattent ensemble. D'abord, tout ça, c'est une des différents aspects de la même dynamique. Après que Laporte est assassiné en 60, right? Parce que la force de l'opération Veldio, version québécois. Oui, Pierre Laporte. Laporte avec la FLQ, ouais. Après qu'il a été assassiné dans une façon très sacrificielle, avec une église, avec une cross. La croix. Right? La croix, yeah. Et tu avais la loi martiale et tout ça appliqué sous le contrôle de Pierre-Éliott Trudeau. Et après ça, il n'y avait pas vraiment de combat dans ces réseaux. Comme je pense que Pierre Laporte et Daniel Johnson, le père, ont été comme les deux derniers vraiment forts leaders qui ont eu des positions de pouvoir sérieux pour combattre cette monstre. Il y avait quand même des bonnes personnes, mais il n'y avait jamais cette qualité-là. Après 1960. Peut-être je serai surpris, mais je n'ai pas vu d'évidence de ça encore. Ça nous rend à les prochaines 30 années, après les grands coups d'État, où l'oligarchie a pris contrôle encore, les mêmes forces qui ont financé Hitler, qui voulaient une nouvelle ordre mondiale, eugénisme dans les années 30-40, ont repris contrôle de beaucoup de les nations de la transatlantique durant les années 70, un nouveau éthique, un nouveau paradigme de créer une religion séculaire basée sur un anti-humanisme a été de plus en plus fort. Right? L'idée que l'être humain est vraiment pas quelque chose de bon, on est quelque chose comme un virus. Et tout ce qu'on peut faire quand on est créatif, c'est de détruire la planète, détruire la nature. Ça, c'est tout ce qu'on fait. On est une création qui détruit. Ça, c'est tout. Et ça, c'est le nouveau logique sous le contrôle de les mondes comme Maury Strong et tous ces Klaus Schwab et tout ça. C'est devenu protéger la nature contre le virus de l'être humain. Pas contrôler l'humain, protéger l'humain contre les impérialistes. Non. C'est plus ça. Ça, c'est la vieille moralité. La nouvelle moralité, c'est protéger la nature. Pensez petit. Pensez dans le moment. Arrêtez d'essayer de penser dans le passé ou le futur. Juste existe. Et juste existe.
Et ça, c'était comme on a vu vraiment l'effet monstrueux de ça, c'est que, c'était que tous ces baby boomers qui étaient infusés avec ce nouveau effet est devenu, on a vu ça dans les dernières 50 années, les chefs les grandes compagnies, les chefs des banques, les chefs des nations, qui ont mis en place des politiques suicidales, qui n'ont pas bénéficié, même leur nation, même leurs enfants n'ont pas bénéficié par les politiques qu'ils ont mises en place. Que les boomers ont mis en place. Et sûrement et moi, je crois que ça a été toujours fait de bonne foi, souvent par eux, parce qu'ils ont été éduqués avec un système en pensant que c'était le bon système. Et donc, eux, ils pensaient qu'ils faisaient probablement, pas pour tout le monde, il y a toujours des personnes mal intentionnées, mais la majorité, probablement que c'est des gens qui pensaient qu'ils faisaient la bonne chose, right, pour préserver justement l'environnement, la nature, parce qu'en même temps, dans les années 70, c'est tout le mouvement pro-environnement qui est arrivé tranquillement, pas vite et tout ça, puis qui a commencé à gruger dans l'esprit des gens. Fait que ces gens-là se sont dit, non, mais il faut préserver, il faut s'entraider, donc l'aspect collectif, puis il y a la guerre froide et tout ça en même temps. Il y avait une très bonne commencement dans cette orientation, mais ça, c'est comment le diable fonctionne, right? Il ne peut pas dire juste « je suis le diable, laissez-moi dans ta maison ». Right? Il doit commencer avec quelque chose qui semble d'avoir une image de le bon. That's it, gang. J'espère vraiment que vous avez écouté tous les épisodes et pas seulement celui-ci et que vous arrivez à vous dessiner tranquillement pas vite une image de plus en plus cohérente de la situation qu'on vous raconte ici. Des trucs impensables, honnêtement, comme l'histoire de la société Pearmindex. Aviez-vous déjà entendu parler de tout ça? Pearmindex, c'est fascinant cette histoire-là. L'école d'entraînement des agents d'intelligence à Oshawa, appelée le Camp X, plein d'autres affaires comme ça. C'est complètement fou, des choses que personne apprend nulle part, jamais. Donc, j'espère que vous appréciez ces informations. L'idée qu'on vit complètement dans un territoire d'Amérique du Nord britannique et que par notre territoire ici, sans que nous, les Canadiens, les Québécois, ayons eu rien à dire là-dessus, des organisations impériales non officielles potentiellement ont orchestré des attentats politiques, des coups à résonance historique, ici, chez nous, dont les conséquences vont jusqu'à renforcer notre quarantaine, finalement, dans une espèce de cercle vicieux auto-renforcé par des agences cachées. C'est complètement débile. Alors, voilà. Même moi, à chaque fois que je le réécoute, ça me fait capoter. Fait que vous viendrez me dire ça dans les commentaires, tout le monde. Connaissiez-vous ça, vous, Pearmindex, avant que mon invité vous en parle? Si oui, comment vous aviez déjà entendu parler de ça? À quel endroit? Y a-t-il des chercheurs québécois qui partagent les visions de mes trois invités ici, qui vous ont influencé à connaître ce genre d'affaires-là? Venez nous partager ça dans les commentaires. Et si vous voulez contribuer également dans les descriptions de vidéos, premier commentaire sur YouTube, on a ça sur Rumble, sur Odyssey, en podcast audio. On a des liens pour les contributions financières. PayPal, virement, paypal.me/gabmasson, GABEMASSON, ou virement Interac bancaire avec le mot de passe franc, FRANC, s'il vous plaît. Et le courriel, ce sera donation Gab Masson en un mot, DONATION, GABEMASSON @gmail.com. Les 500 premiers dollars récoltés vont aller 100% à mes invités, si jamais il y en a qui font des contributions. Alors, merci à l'avance pour ceux qui le feront. Tout le monde, on va revenir dans le prochain épisode du Québec en quarantaine et on va parler finalement un peu plus de la modernité. On se dirige vers la fin de la série Le Québec en quarantaine et cet épisode-là sera encore une fois accompagné de Matthew Herrett. D'ici là, essayez quelque chose de différent dans votre vie, je vous en prie. Pourquoi pas? Change-toi, change le monde. Ciao!